Bonsoir Royan. Bien, ça va bien Royan? Oui. Bien, et bien ça tombe bien, nous sommes en direct ici depuis le cinéma Lido de Royan pour fêter ensemble non seulement la diffusion du téléfilm L'Enfant que je n'attendais pas mercredi sur France 2, mais également pour le fêter surtout en avant-première ici ce soir au cinéma de Royan à partir de 19h30 à guichet fermé, puisque c'est complet et on a une grande chance ce soir de vous proposer une émission spéciale sur ce téléfilm que vous pourrez voir mercredi. Alors à commencer avec tous nos invités qui sont parmi nous sur Terre Marine en direct avec Bruno Garcia, le réalisateur qui est juste à côté de moi. On applaudit Bruno Garcia s'il vous plaît. Bonsoir. Juste à côté Stéphane Bondou, le producteur de ce film également. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bruno Solo qui nous a rejoint aussi. Bonsoir Bruno, merci d'être avec nous. Bonsoir Royan, une ville qui m'est chère. C'est des retrouvailles pour toi Bruno. On va en parler bien évidemment. Et nous avons Aurélie de Becker qui est avec nous également. Je vous demande de l'applaudir très fort. Aurélie qui est sage-femme libérale sur Royan et qui va venir justement nous parler du déni de grossesse et des sujets qu'elle a pu rencontrer dans sa carrière. Et voilà, c'est un sujet vaste, le déni de grossesse, très méconnu. Nous, c'est un téléfilm qui nous a énormément touchés au Festival de Luchon. Et d'ailleurs, je remercie le Festival de Luchon de l'avoir programmé, parce qu'on l'a découvert grâce à ce festival. Et ce soir, si vous êtes là, c'est aussi grâce au Festival de Luchon. Donc voilà, j'embrasse la paire de Christian qui nous écoute peut-être, Christian Cap et Christian Miecheville, par la même occasion. On va commencer par toi, Stéphane, producteur. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sujet pour vouloir justement le traiter dans un téléfilm? Comment t'es arrivé ce projet? Alors le projet est parvenu à Pampa Productions par la voix de ces deux scénaristes, Caroline et Eric Dupotet, qui sont frères et sœurs. J'avais eu l'occasion de travailler avec eux sur un autre thème qui n'a pas abouti, et ils m'ont présenté juste 2-3 pages sur ce parcours de femme qui a évolué entre-temps, entre le moment où ils l'ont présenté et ce que vous allez voir ce soir. Et à la télévision, on cherche toujours des parcours humains, et en particulier des parcours de femmes très forts, qui nous emmènent sur des territoires qu'on ne connaît pas forcément, sur des choses où on peut se retrouver. Donc il fallait trouver à la fois une dimension universelle, où chacun, en gros, sur un programme de ce genre à 20h50, on est sur 4 millions de personnes. Même si l'histoire était, je ne dirais pas anecdotique, mais en tout cas très rare sur la population française, on voulait que l'ensemble des Français qui vont la regarder s'y retrouvent sur le parcours de cette femme, de son mari et de ses amis. Donc en fait, voilà, l'idée c'était ça, le challenge. C'était à partir d'un phénomène scientifique et de santé, et ça, la spécialiste pourra le dire, qui est quand même assez rare, ou en tout cas peu connu, arriver à toucher le plus grand nombre. Voilà. Alors rare, non, parce qu'aujourd'hui c'est une naissance sur 500, les chiffres sont totalement hallucinants. Aurélie, tu peux nous confirmer, on est entre 1 et 3 naissances tous les 1000. Voilà, pour nous ça va représenter une naissance sur un 500, sachant qu'on fait vraiment un distinguo par rapport à quel moment dans la grossesse on le dépiste. La plupart du temps on va quand même le dépister avant le 6e mois, mais quand ça se situe vraiment en fin de grossesse, là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus rare. Et ce qui va donner lieu en tout cas au thème du film, là on est dans l'exceptionnel malgré tout. Mais ça a tendance à augmenter. Et ça, c'est quelque chose qui peut être déroutant quand on voit tout ce qu'on met en place au niveau du suivi médical. Et ben oui, ça augmente quand même. Et on commence à savoir un petit peu d'où ça vient. Tu vas nous expliquer tout ça, Aurélie. Bruno Garcia, réalisateur de ce très beau film. Comment tu es arrivé dans cette aventure, toi aussi, Bruno? Alors, moi, je suis arrivé dans cette aventure par l'intermédiaire de Laurence Couder, qui travaille chez mon agent, qui est donc Laurent Grégoire, qui m'a proposé de lire cette histoire. J'ai fait beaucoup de comédies pour des chaînes diverses ou du polar, en proposant justement un sujet avec une thématique très particulière, qui est donc celle-là, celle du déni de grossesse. J'ai bien entendu été attiré par la lecture du scénario. J'ai dévoré le scénario qui est écrit magnifiquement bien par ces deux auteurs, donc Caroline et Eric Dupotet. Et puis j'ai eu une longue conversation téléphonique le lundi matin avec mon camarade ici présent que je ne connaissais pas, Stéphane Bondou, que je remercie infiniment, avec Jean-Manuel Dupont, car c'est cette longue conversation qu'on a eue au téléphone qui a manifesté, en tout cas vis-à-vis de Stéphane, mon envie de raconter ce film, de la mettre en scène. Et à partir de là, voilà, on s'est rencontrés
Quand j'ai eu ce scénario dans les mains, je n'ai pas voulu le lâcher. Voilà. La thématique t'a fait peur un peu au premier abord ou pas du tout? Du tout, non. La thématique m'a pas fait peur. La thématique, on la connaît, bien entendu. Sauf que ce que j'ai trouvé très intéressant en lisant cette histoire, c'est que on a souvent tendance à cataloguer. Enfin, notre histoire n'est pas qu'un déni de grossesse, puisqu'il y a tentative d'homicide. À partir du moment où il y a tentative d'homicide, il y a toute une procédure judiciaire qui rentre en jeu pour notre personnage. Mais c'est un vrai parcours juridique qu'on va voir ici ce soir en avant-première et mercredi sur France 2. C'est un vrai combat de femme en fait, c'est un vrai parcours juridique, un vrai combat de femme pour retrouver la confiance de ses proches, pour retrouver la confiance des siens, pour arriver à faire accepter en tout cas ce qui s'est réellement passé dans sa tête. Je pense que c'est un sujet qui est encore très flou quelque part, parce que donc il y a effectivement ces raisons pour lesquelles vous disiez on commence à comprendre le phénomène, mais au-delà de ça, nous, le parcours de cette femme, ça n'est que sa parole contre celle des juges quand elle dit qu'elle ne se souvient pas avoir fait certaines choses que vous allez découvrir dans ce film. C'est là la complexité, parce que le déni de grossesse n'est pas condamnable, bien entendu. Par contre, la tentative d'homicide est condamnable, sauf que c'est très flou, parce que une femme dit effectivement, et moi je la crois, c'est là où le scénario m'a intéressé, qu'elle ne se souvient pas des faits, des gestes. Il y a une espèce de quart d'heure de sas comme ça, où c'est le rideau total. Elle ne se souvient de rien, comme une amnésie en fait. Voilà, si je peux me permettre, parce que vraiment je voudrais rebondir là-dessus tout de suite, il y a vraiment des équipes en fait qui cherchent à faire évoluer les mentalités là-dessus. On sait qu'il y a cet état de sidération qu'on connaît très bien au niveau psychiatrique, d'où il vient, comment il se met en place et quelles sont ses conséquences. Et le second point, c'est cette notion de homicide volontaire. Ça n'est pas volontaire dans la mesure où, à ce moment-là, elles n'ont plus du tout conscience de ce qui se passe. Elles n'ont même pas conscience que c'est un enfant qui est en train de naître. Pour elles, ça pourrait être, désolé, mais tout simplement une selle, n'importe quoi d'autre, une menstruation importante. Voilà, elles n'ont pas conscience. Et à ce moment-là, il s'agit simplement de... Oui, de la même manière que je jetterais mon tampon à la poubelle, voilà, elles le mettent à la poubelle. Mais ça reste complexe quand même, parce que ça reste quand même sa parole contre celle des juges. C'est là où c'est difficile à... Et c'est là où c'est intéressant dans notre sujet, c'est que les juges, alors on dit que les textes de loi sont pas très clairs là-dessus, en tout cas très peu définis. C'est un petit peu vulgairement parlant, un petit peu à la tête du client, quoi. Et nous, notre juge lui dit clairement, madame, vous êtes passible d'une peine de prison à perpétuité. Voilà. Et donc c'est tout ça qui, moi, m'a donné envie. C'est surtout, en fait, moi, quand j'ai lu le scénario, j'ai appris énormément de choses à la lecture du scénario. Et nous, on a appris énormément de choses en voyant le film en février Luchon. C'est le but, en tout cas. Et ça, c'est formidable, parce que voilà, j'espère en tout cas que là, vous allez être à peu près 750 à le voir en Charente-Maritime ce soir, 350 à Royan et 400 à Rochefort. Et nous, si on a voulu vous montrer ce film, c'est peut-être plus pour que demain, en vous réveillant, vous ne voyez plus ces femmes comme des criminels, mais plus comme des victimes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut montrer, et que ça peut arriver à n'importe quelle femme, y compris pas forcément pour un premier enfant ou à des jeunes filles. Ça arrive là, dans ce film, à une femme de 35 ans, où tout va bien dans sa vie, qui est heureuse, épanouie, avec un mari en or qui va nous parler dans quelques instants. Et voilà, ça montre en tout cas ce film que ça peut arriver à tout le monde. Bruno, justement, Bruno Solo, quand on t'a proposé ce projet, toi t'as réagi comment? Tu t'es dit quoi? Je me dis que c'était une occasion effectivement formidable, parce que moi, le déni de grossesse, pour le coup, j'en avais déjà entendu un peu parler. J'avais été souvent confronté à ces situations, enfin souvent, c'est exagéré, mais relativement souvent confronté à cette situation, parce que comme je suis très engagé sur des problèmes liés à l'enfance, avec la voix de l'enfant, on en parlait tout à l'heure, mais le déni de grossesse chez les adolescentes, par exemple, qui est souvent inhérent à la culture, aux traditions, à la peur d'avouer qu'on a eu un rapport non protégé avec un garçon à un certain âge. Donc la fille ne sait même pas qu'elle est enceinte, et lorsqu'elle le découvre et tout, lorsque son cerveau s'aperçoit qu'elle a un enfant, il lui demande presque de se cacher comme un passager clandestin. Donc j'avais déjà été confronté à ça, j'avais déjà lu quelques articles là-dessus. Et donc j'étais pas totalement sidéré à la lecture de savoir que ça puisse exister et se traduire de manière aussi spectaculaire, parce que c'est vrai que c'est spectaculaire. Cette femme, en plus, Alix Poisson, vous allez le voir, c'est une comédienne formidable, vous connaissez pour certains d'entre vous, j'en suis sûr, parce qu'elle joue régulièrement dans une série qui s'appelait Parents mode d'emploi, avec Arnaud Ducré, qui passait avant ou après le journal de France 2.
c'est une fille assez frêle, très fine, très gracile, comme on dit, et on ne peut pas soupçonner effectivement qu'elle puisse être enceinte de 9 mois. Puisque là, effectivement, dans le film, nous avons pris un cas exceptionnel, c'est-à-dire on décrit la grossesse cachée, camouflée, ignorée d'une femme mince qui attend un enfant et qui accouche dans la nuit d'un enfant à terme. Et c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, vous le disiez, pardon, on a déjà sympathisé, c'est pour ça. Comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, la plupart du temps, ça se manifeste au bout de 5-6 mois. Et donc ça, je trouvais que c'était exceptionnel parce que cette femme, effectivement, est dans une sorte de déni d'elle-même, pas de l'enfant, mais d'elle-même. Ça n'est pas moi qui ai fait ça, je n'ai pas souvenir d'avoir fait ça. Et ce qui me plaisait dans cette histoire universelle, puisqu'elle touche potentiellement, Dieu merci, je sais pas pourquoi je dis Dieu d'ailleurs, mais elle touche, je crois que c'est 800 à 1000 cas par an, me disait le docteur Michel Simès en France. Pas longtemps, parce que j'ai fait l'émission, on en parlait, et il s'est évidemment renseigné. 800 à 1000 personnes, c'est pas totalement anodin non plus, 800, 1000 personnes en France, et rien qu'en France. C'est donc une histoire qui a une potentialité d'universel, et on l'a ramené, et ça c'est le talent et de Bruno, des auteurs et de la production, ils l'ont ramené à une histoire d'un couple qui apprend à nouveau à s'aimer malgré ce drame. Et quel drame, hein, parce que le film, je ne déflore rien en vous disant que les 5 premières minutes, effectivement, cette femme se débarrasse de l'enfant, et qu'après tout le reste du film, c'est comment cet homme et cette femme vont apprendre à se re-aimer, parce que l'amour... Et se reconstruire. Et se reconstruire. Ah, pardon ? Et se reconstruire. Et se reconstruire. Parce qu'au début, mon personnage, c'est ce qui m'a passionné, c'est ce qui m'a beaucoup plu, et pour ça que j'ai très eu envie de le faire, c'est qu'au début, cet homme, il est dans une ignorance un peu agressive. Si tu m'as caché cet enfant qui surgit de nulle part, c'est parce que, tout simplement, c'est pas mon enfant. Donc il est dans un schéma presque classique de « tu m'as cocufié, donc je t'en veux ». Donc il la laisse aller en prison. Il ne l'aide pas. Et puis au fur et à mesure, il va commencer à raisonner. Alors après, je vais pas trop déflorer, parce que c'est aussi tout le suspense du film, et la manière dont il est monté fait qu'effectivement, on va voir un couple se reconstruire après un drame. Et il a pris sur ce prisme de l'histoire privée, une histoire qui peut toucher potentiellement autant d'hommes et de femmes, c'est ce que j'ai trouvé remarquable, et voilà, j'ai failli pas le faire parce que, ça c'est pour remettre un peu de légèreté, j'ai failli pas le faire parce que le film s'est tourné entre juillet et août. Et moi, il y a un truc qui est sacré dans ma vie, c'est les vacances. J'avais déjà loué la petite maison. À Royan. Avec, oui, allez, je vais vous faire plaisir, à Royan, pas loin. Où Saint-Palais, allez, on t'autorise Saint-Palais. Non, allez, Seignos. Et la maison, partir avec ma fille, mon fils, mon épouse. On était ravis. Et puis quand j'ai lu le scénario, que je l'ai lu à mon épouse, qui travaille aussi dans le cinéma, les maquilleuses, et je lui ai dit, est-ce que franchement, mon amour, j'ai le droit de passer à côté d'une histoire aussi merveilleuse et d'un rôle aussi exaltant pour un comédien, hein. Là, je parle d'un point de vue purement égoïste. Voilà, il y a aussi l'envie de défendre... Et d'un réalisateur aussi... Et d'un réalisateur aussi formidable avec qui j'avais fait un court-métrage, 20 ans. Quel chemin parcouru, je l'ai connu, c'était un pauvre type, et aujourd'hui c'est un grand réalisateur. Et donc je me suis dit, je vais lui donner sa chance à ce garçon. Non mais blague à part, Bruno, c'est vrai que quand il m'a appelé, il me dit, écoute, je comprends très bien que tu veuilles partir en vacances, j'avais beaucoup bossé en plus cette année-là. Et il m'a dit, lis. Et je l'ai lu à ma femme aussi, et elle m'a dit, ok, je comprends, pars faire ce film. Et je suis parti un mois, donc voilà, j'ai un peu sacrifié de mes vacances, mais pour quelque chose de beau, quelque chose d'utile, parce que le cinéma a aussi cette faculté-là aussi de rendre des films, d'aller au-delà de l'histoire qu'il raconte et d'éveiller les consciences. Et comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, Alain, c'est vrai que dorénavant, les gens qui ignoraient tout, et ils sont nombreux, hein, qui ignorent tout du déni de grossesse, ne pourront plus jamais dire que ces femmes sont coupables d'un déni de grossesse, et là je vais te céder la parole, mais victimes d'un déni de grossesse. Et longtemps, on a fait cette petite confusion, on ignorait. C'est pour ça que cette juge, au début, elle considère que c'est un crime, parce qu'elle ignore tout de ça. Et quand on commence à s'intéresser au sujet, on se rend compte que c'est plus complexe qu'un acte de malveillance. Voilà, et c'est en ça que le film est très réussi. Alors on va écouter un petit extrait. Oui, vous pouvez applaudir Bruno, hein. Oui, allez-y. Hein. On va écouter un premier petit extrait quand les premiers signes commencent à se faire sentir de cet accouchement pour notre héroïne. J'ai pas peur des mots, de notre héroïne Alix Poisson.
C'est l'enfant que je n'attendais pas, c'est mercredi soir sur France 2, et c'est ce soir à Royan et à Rochefort. On écoute. Et moi, je fais... Toi, t'as marqué des points. T'es passé de chouette papa à super papa magique qui m'organise des anniversaires de folie. C'est moi. Merci d'avoir tout géré. Mais j'ai pas le choix, je vis avec une working girl. Aïe. Oh, je sais pas ce que j'ai depuis 2 jours, j'aimerais partout, moi. Toujours disponible. Le kiné à domicile. Ah, je veux bien. Alors, levez le pied un peu, hein. Je propose petite escapade en amoureux. Ça serait super, mais je vois pas bien quand même. Je propose le week-end prochain, on laisse Camille à ma mère et on file tous les deux. Oui, j'adorerais, mais ça va pas être le bon timing, là. Et oui, parce que ça peut être aussi le travail qui fait qu'un déni de grossesse peut être provoqué par le travail, par une carrière, un trop envie de carrière. Ça peut être plein de choses qui peuvent provoquer ce déni de grossesse, Aurélie. Pendant longtemps, on a associé en fait le déni de grossesse à un trouble psychiatrique. Effectivement, ça peut être un symptôme d'une psychose, d'une bipolarité, d'une schizophrénie. Mais en définitive, la plupart du temps, c'est pas du tout ce qu'on va retrouver. C'est des cas quand même assez à part. Ce qu'on retrouve principalement, ça reste l'isolement familial. Pas parce qu'elles n'ont pas un entourage, qu'elles n'ont pas un mari, qu'elles n'ont pas des amis, qu'elles n'ont pas des proches, mais parce qu'en définitive, elles ne se livrent plus. Elles se sont tellement formées dans leur quotidien qu'elles-mêmes ne sont plus à l'écoute de leur corps, ne sont plus à l'écoute de leurs proches et ne leur communiquent plus rien non plus. Et il y a un phénomène nouveau aussi qu'on voit apparaître qui est tout simplement l'impossibilité de s'imaginer comme fertile. C'est vrai qu'on a de la chance maintenant, on a accès à la contraception. Mais en définitive, on a tellement confiance dans ces contraceptions, elles disent qu'elles vont forcément marcher, qu'en définitive, quand la grossesse arrive, c'est le choc. Et c'est en ça qu'on a pas mal, en fin de compte, de petits dénis de grossesse, avec des grossesses qu'on va découvrir de plus en plus autour du 4e, 5e, 6e mois. Et là, en définitive, ça pose question et ça n'est pas quelque chose d'évident parce qu'on va avoir très peu de temps pour introduire la parentalité, l'investissement de cette grossesse. Et c'est tout ça qui est en jeu à ce moment-là. Mais effectivement, en fin de compte, votre cas est très intéressant parce que c'est ce nouveau phénomène de femmes actives, de femmes qui ont une contraception, de femmes qui s'investissent et s'épanouissent dans tellement d'autres choses qu'elles en oublient leur propre féminité, leur propre maternité. Et là, c'est le choc. On va continuer à en parler. L'enfant que je n'attendais pas, c'est notre spécial. Aussi, hein, Ce soir, on parle de dire Aurélie, oui. Et que je remercie infiniment d'être venu. Donc vous l'auriez pas connu, Aurélie est sage-femme de métier. Donc la libérale, c'est ce que c'est. C'est important de le dire, libéral, hein, je crois que c'est important de le dire dans vos domaines médicaux. Après, j'ai été d'abord longtemps en maternité. Ah, quand même. Bon, tu vas tout nous dire évidemment en quelques instants sur ce sujet qu'on va continuer à développer jusqu'à 19h sur Terre Marine, dans Chut on écoute la télé et en direct du cinéma Lido de Royan. Public, est-ce que vous êtes prêts à rester avec nous? Oui. Alors on revient dans 3 minutes, à tout de suite. Allez, on est de retour ici au cinéma Lido de Royan pour notre spécial L'enfant que je n'attendais pas, émission spéciale ce soir en direct et en public avec vous, public du cinéma. Qu'on vous entende à l'autre bout de la Charente-Maritime. Merci d'être avec nous en tout cas et d'être aussi nombreux ce soir à venir nous rejoindre, voir ce film. Ça nous touche beaucoup en tout cas que vous ayez répondu présent et qu'on ait 2 séances ultra complètes pour venir découvrir ce très beau téléfilm. Vous avez été surpris les garçons quand je vous ai dit que c'était blindé ce soir, Bruno Garcia? Surpris oui et non, parce on connaît ton efficacité aussi. Donc, merci. C'est le moment où, vas-y, c'est le moment où je peux me la péter. En tout cas, très agréablement surpris effectivement, le film passe mercredi, voilà, que vous puissiez partager ce moment avec nous ce soir et dans des conditions, dans de belles conditions comme nous l'a prévu Alain, ça fait très plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Parce que c'est vrai que même si c'est des films qui sont faits pour la fabriquer, pour la télévision, on est bien obligé de le reconnaître, un grand écran. Il n'y a rien qui peut remplacer un grand écran. Vous allez voir dans de belles conditions, sur un bel écran, avec un très bon son. Il y a une intimité qui s'offre à vous quand vous regardez un film dans ces conditions-là, qui fait que c'est supérieur à la télévision. Mais je vous encourage, en revanche, à le re-regarder à la télévision dès mercredi, parce qu'on en a besoin. Voilà, on a besoin que ce film marche, comme d'autres. Je trouve que le service public, depuis quelque temps, s'intéresse à des cas comme ça, un petit peu marginalisés dans notre société ou qui marginalisent en fonction de la manière dont ils ont vécu. Et je trouve ça bien. Il y a eu il n'y a pas longtemps avec Bruno Salomon sur le harcèlement, sur
le harcèlement scolaire, bon, c'était avec Michael Youn, avec Bruno Salomon, c'était encore un autre sujet sur la culpabilité et tout. Je trouve ça bien que la télévision s'intéresse à ça, mais avoir l'occasion de voir un film sur un grand écran, c'est quand même très agréable. Donc bienvenue ici au Cinéma Lido de Royan. Alors, on a rencontré il y a quelques jours l'héroïne, justement, Alix Poisson, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui puisqu'elle est en tournage du côté de Dunkerque, donc elle n'est pas tout près, mais par contre elle a répondu à nos questions et on lui a demandé par exemple comment elle s'était préparée à ce rôle et voilà ce qu'elle nous a répondu, on écoute. En fait, j'ai choisi de ne pas rencontrer parce que j'avais déjà rencontré beaucoup de gens pour le film sur l'affaire Courgeot et il fallait parce que le personnage, Véronique Courgeot, elle savait ce que c'était un déni de grossesse, on lui avait dit que c'est ce qui lui était arrivé, etc. Donc elle savait, même si elle le comprenait pas forcément. Alors que là, Johanna, en fait, c'est juste quelqu'un qui est sidéré, qui ne sait pas ce qui lui arrive et le ciel lui tombe sur la tête. Donc du coup, c'était assez bizarre pour moi parce que je prépare toujours d'habitude et là, je me suis dit si je prépare trop, si je lis trop de trucs, si je rencontre trop de gens, ça va devenir un truc hyper cérébral et je ne vais pas être aussi disponible aux situations sur le moment. Donc du coup, en fait, je ne me suis fiée que au scénario là. Tu as fait pareil, Bruno? Oui, d'autant plus que mon personnage, lui, il ne peut pas se préparer par définition, puisque lui aussi, ça lui tombe sur le coin du visage. Et puis en plus, il y a très peu de témoignages de pères autour des phénomènes de déni de grossesse. C'est normal, c'est légitime. On s'intéresse évidemment à celle qu'il a vécue. On s'intéresse peut-être un petit peu moins. Ça viendra quand ce sera un sujet qui sera abordé de manière récurrente dans les émissions médecine, et puis même dans les facultés de médecine, et puis même dans les hôpitaux, dans les maternités, quand ce sera devenu, qu'on aura banalisé au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on sera préparé à ce genre de situation. On viendra peut-être, là on est dans les prémices de quelque chose depuis une dizaine d'années à peine, et donc on viendra peut-être voir un petit peu plus les pères, mais en l'occurrence là c'est marrant parce que marrant, le terme est impropre, mais c'est étonnant parce que le personnage que je joue est kinésithérapeute, donc il a une connaissance du corps et il sait ce que c'est que le corps, son propre corps, l'anatomie, les articulations, voilà, même les muscles profonds, donc il les connaît et dans le film, on voit bien qu'il s'entend bien avec sa femme, qu'ils font régulièrement l'amour, sans aucun doute, qu'ils sont proches et tout. Et donc, ils se touchent. Et lui, il en ressent aussi une certaine honte, une certaine culpabilité à ne pas avoir découvert, lui aussi, que sa femme était enceinte. C'est quand même assez incroyable comme situation. Et Aurélie me disait que de toute façon, ça c'était un cas typique, que des hommes, justement, a priori préparés à l'événement, ne sont pas mieux... c'est tellement une histoire de psychologie, quoi, en fait. Voilà. Et donc, il n'a pas su le voir, lui non plus. Donc, je ne pouvais pas me préparer, puisque je devais être dans un état d'hébétude, moi aussi, évidemment, et de sidération, quoi. Et puis, vous savez, préparer un rôle, c'est quand il est mal écrit, souvent. Ou j'exagère à peine en vous disant que là, je parle juste de l'aspect du comédien, mais quand un rôle n'est pas suffisamment creusé, pas suffisamment écrit, pas suffisamment élaboré, pas suffisamment réfléchi, de temps en temps, vous sentez que vous avez besoin de préparer pour ramener un plus au scénario. Ça arrive. Quand c'est bien écrit, quand le cadre est bien délimité et que vous savez que vous allez pouvoir y mettre beaucoup de vous-même, il n'y a pas tant besoin de se préparer. Il y a aussi quand même une part d'intuition dans ce métier qui est très importante. Et ce genre de personnage, il me semblait qu'il fallait, Alix et moi, qu'on le prépare de manière intuitive. Et d'ailleurs, il nous est arrivé à un moment une scène incroyable où, sans nous consulter, nous étions chacun du côté d'un mur, en gros, et sans que nous nous consultions, on est tous les deux partis dans une improvisation qui correspondait à ce qu'avait imaginé Bruno, sans que lui-même nous en ait parlé aussi. Et donc voilà, à un moment, il faut faire confiance un petit peu à ses émotions, et c'est un film qui est de toute façon très sur l'émotion, sur le ressenti, et il fallait aussi le jouer avec cette liberté-là. Et justement, on a demandé aussi à Alix quelle avait été la scène la plus forte pour elle. On l'écoute. Quelle a été pour toi la scène la plus forte, Alix, du film au moment où tu l'as tourné? Est-ce que ça a été la même à l'image quand tu as vu le film monter? Il y a eu plein de scènes fortes, hein, parce que quand même c'était... Il y en a eu un paquet, c'est très dur ce que je te demande, c'est vrai. Un peu compliqué. La scène où j'ai été le plus surprise, c'est la scène à l'hôpital quand la sage-femme vient me voir et où
moi je n'avais pas du tout envisagé comme ça, c'est-à-dire que moi, pour moi, elle craquait pas, Johanna, il y avait un truc beaucoup plus encore en sidération et beaucoup plus atone. Et Bruno Garcia était venu me voir, il m'avait dit je pense que c'est le premier moment où elle craque vraiment et où on a accès à elle. Et du coup ça m'a complètement déstabilisée et du coup j'ai été obligée de changer mon chemin de pensée et en fait j'ai vraiment craqué. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc de, je sais pas, il y a un truc qui m'a échappé. Voilà, donc j'étais vidée à la fin de cette matinée parce qu'on l'a fait un paquet de fois et j'étais assez bouleversée aussi par ma partenaire qui était pile au bon endroit, qui était hyper concrète, qui était hyper juste, qui était... Voilà, et sinon la scène qui m'a fait le plus peur, où je me disais waouh, dur, c'est la scène où on se retrouve au parloir. On cherchait, on trouvait pas tout de suite, on a fait une prise, mais on savait qu'on n'était pas exactement au bon endroit et tout ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on est sortis chacun de son côté, parce qu'il fallait qu'on fasse une entrée pour se retrouver dans la cellule. Et en fait, on se l'est dit après, moi j'étais en train de me dire, attends, comment on réagirait dans ces cas-là? Ben en fait, on ne ferait rien, donc je ne vais rien faire. Et après, on verra ce qui va se passer. Et Bruno, de l'autre côté, se disait pareil. Tu confirmes, Bruno? Bah oui, c'est étonnant, parce que j'avais pas écouté cette interview, je savais pas qu'elle vous avait répondu ça, mais comme quoi, voilà, je vous parlais d'intuition, on a eu l'instinct de nous deux aussi. C'est pour ça que c'était la scène à ce moment-là. Oui, bien joué, décidément, tu es un grand professionnel. Merci. 20 ans d'expérience feront toujours la différence, comme disait mon père. C'est ça. Bruno Garcia, pareil, toi, est-ce que tu as été fier du rendu que t'ont donné Bruno et Alix, parce qu'ils ont vraiment tout donné pendant un mois et voilà, est-ce que tu étais fier quand tu as monté le film, quand tu as vu? Bien sûr. Parce qu'il y a une deuxième réécriture quand tu montes le film. Oui, bien sûr. D'autant que le film, premier montage, faisait 2 heures. Mais pour répondre déjà à la première question, non, je suis très fier de mes acteurs, bien sûr. Je les ai choisis avec Stéphane, avec Jean-Manuel, avec la chaîne, bien entendu, parce qu'on ne fait pas les choses tout seul. Et j'en suis très fier, mais vraiment. Puis Bruno, c'est 20 ans de connaissance, parce que Bruno a fait mon 2e court-métrage et on s'était dit on se retrouvera, et là on s'est retrouvés. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Il y aura encore d'autres choses, plein d'autres choses, j'espère. En tout cas, on y travaille. Et donc très fier de mes acteurs, vraiment, que ce soit... Et puis même tous les rôles qu'on a eus sur Macha Merrill, joue magnifiquement bien. Et puis aussi tous ces comédiens qu'on a eus, parce qu'en fait, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'itinéraire de cette famille, de cette femme sur une année, voilà. Et au cours de cet itinéraire, elle croise des gens. Donc il y a eu beaucoup de comédiens qui sont venus pour une journée, 2 jours pour certains, quelques heures pour d'autres. Et en fait, il y a eu un travail très pointu sur le casting parce que c'est un film vérité, qu'on ne pouvait pas se permettre une éventuelle erreur. Enfin, on fait toujours attention au choix des comédiens avec qui on veut travailler pour les mettre sur les bons rôles. Et là, tu me parlais de mes 4 acteurs principaux, mais je suis fier de tous les acteurs de ce film parce qu'ils ont tous fait un travail colossal sur les gendarmes, sur les sages-femmes et autres. Leur fille, Romane Libert, qui est magnifique dans ce film aussi. Et d'ailleurs, qui est aujourd'hui la petite Lucie dans Plus belle la vie. Oui, exact. Voilà. Ça. Et oui, la petite Lucie, que vous savez que pour les fans de Plus belle la vie, le personnage de Lucie a changé de tête. Et bien la petite que vous voyez, c'est la petite d'Alix Poisson, que ce soir vous verrez aussi dans le film et qui joue formidablement bien Romane. Elle est super. Ouais. Elle est vraiment super. Ouais. Et après, non, effectivement, premier montage du film, le film faisait 2 heures, on le savait, parce qu'on n'a pas voulu couper des choses, parce que le scénar était vraiment très bien. Et on s'est dit, on verra ça plus tard. Et en fait, au moment où il a fallu couper, il a fallu faire des vrais sacrifices de séquences, parce que toutes les séquences qui n'y sont pas étaient très belles aussi. Et fier du film, oui, je suis très fier de ce film, bien sûr. Et je vais l'accompagner autant de temps qu'il faudra. Et voilà, j'en suis vraiment très fier, vraiment. Et bien nous, on est très fiers de vous accueillir, en tout cas ce soir. On peut les applaudir, s'il vous plaît, notre équipe. On va parler un petit peu du côté masculin de la chose aussi avec toi, Aurélie, dans un instant. Mais je voudrais juste avant qu'on écoute cet extrait, on passe de la sidération féminine à la sidération masculine. On écoute. Restez avec nous, madame. Madame, ouvrez les yeux, madame. Attendez, là, elle vient d'accoucher. Qu'est-ce que vous racontez? Ma femme n'est pas enceinte, vous vous trompez. Tu me la mets sous eux deux. Va chercher le bon. Madame, où est le bébé? Qu'avez-vous fait du bébé? Madame, restez avec nous, restez éveillée, hein. Madame, tu fais un tour. Fais un tour de la maison. Il est où le bébé? Respirez tranquillement. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, ma chérie, c'est rien. Viens, on va se recoucher. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? On est là.
Oui, monsieur. Voilà, monsieur. Asseyez-vous, la gendarmerie va arriver. Quoi, la gendarmerie? Pourquoi vous me parlez de la gendarmerie? Mais monsieur, s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail. Les gendarmes vont pas tarder, ils vont tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Mais qui j'aime savoir, bordel? Voilà, et justement, on passe dans l'état de sidération masculine. Aurélie, quelles sont les réactions que tu as pu rencontrer Alors là, le plus je vais souvent juste donner en fait la mienne pour le coup, parce que c'est rigolo, cet extrême me parle complètement. En fait, la première fois que j'ai rencontré un déni de grossesse, j'étais encore étudiante. Bon, moi, je viens de l'école de sage-femme de Poissy, en région parisienne. Et en fait, on reçoit un appel du 15 nous disant voilà, qu'ils viennent de prendre en charge une patiente qui est en train de faire une hémorragie massive. Un déni de grossesse, elle a accouché dans les toilettes. Et là, en fait, ils sont en train de la masser, cette femme. Elle est en arrêt cardio-ventilatoire et la mère est pas loin de mourir. Cet enfant, voilà, pour le coup, c'était le cadet des soucis, parce que de toute façon, lui était déjà décédé, mais sa mère était pas loin de mourir. Et c'est vrai que ça m'avait... voilà, on est étudiant, on est encore un peu dans le monde bisounours sage-femme. Alors ça dure pas très longtemps, hein, le monde des bisounours sage-femme, parce qu'on découvre très vite que qui dit la vie dit la mort. Mais là c'était la mort en plus à domicile. Avec simplement son aîné en fait qui était derrière les toilettes et qui avait vu cette mare de sang et qui avait tapé et qui pour le coup avait appelé les pompiers quoi. Et donc un papa qui était pas présent et qui en fait quand tout le monde arrive, le SAMU, très vite effectivement la police, tout le monde, le papa qui débarque et qui découvre la situation. Donc là ça me fait écho moi pour le coup de manière tout à fait personnelle. Mais effectivement pour ces papas ce qui est compliqué c'est qu'ils vivent le déni eux aussi. Ils sont eux-mêmes dans le déni. Du fait de leur femme, mais pas tout à fait, oui, c'est le déni de leur femme enclenche leur propre déni. Donc il y a un phénomène de culpabilisation de leur part aussi. Et puis aussi cette inquiétude qui reste corps et âme pour le père aussi comme pour la mère. C'est qu'avant tout, là, à ce moment-là, leur femme, elle va pas bien. Ils sont même pas encore en train de penser à l'enfant. Leur femme ne va pas bien. Qu'est-ce qui leur arrive ? Et après, tout doucement, on va se construire qu'en fait, il y a eu un enfant qui est peut-être le leur, qui est peut-être mort, et il est où ? Et là va se détricoter énormément de choses. Tout ce qu'ils ont raté, tout ce qu'ils vont être amenés à rencontrer, toutes les difficultés à venir. Et c'est vraiment un traumatisme très important pour le conjoint, pour les autres enfants, parce qu'il faut savoir un point très important, c'est que les dénis de grossesse, c'est pas du tout, c'est des femmes pour qui c'est un premier enfant. Hein. À plus de 60%, c'est des femmes qui ont déjà eu des enfants. Et donc il y a des aînés à gérer. Et aussi, il faut savoir que ces femmes-là, ça a été un déni du conjoint, mais pas seulement, la plupart du temps, elles ont rencontré un médecin généraliste, un gynéco ou une sage-femme au cours, en définitive, de leur grossesse. Elles ont consulté pour un motif qui était très autre et on est passé à côté. C'est d'autant plus violent. Hein. Toutes les patientes que j'ai rencontrées sur des dénis de grossesse avaient toujours vu un médecin dans le mois. Et elles n'ont rien vu. Et tout le monde est passé à côté. C'est un passager clandestin. C'est totalement hallucinant. Tu m'avais parlé d'un cas aux urgences de Royan, il y a 2 ans. Exactement, ouais. Où là, c'était dramatique puisque la maman ne voulait rien entendre et ne voulait pas pousser, ne voulait pas faire sortir cet enfant. Alors, et là, tout le monde est en danger. C'est là où on espère que la justice va évoluer sur la notion d'homicide volontaire. C'est qu'en fait, la plupart de ces femmes-là, n'ayant pas conscience que c'est un bébé qui est en train de sortir, ne sont pas du tout dans le phénomène de pousser. Ah non, pourquoi pousser ? Pousser quoi ? Il n'y a pas de raison de pousser quelque chose. Donc en fait, en définitive, ce fœtus, cette tête, va sortir tout doucement, alors que devrait se déclencher le processus respiratoire. Alors oui, il s'enclenche, mais elle ne sort pas le reste. Donc ce bébé vit une asphyxie périnatale. Et c'est bien pour ça que souvent, on a la notion sur les autopsies qu'il a respiré. Oui, il a respiré, mais ça ne veut pas dire que tout le corps était sorti. Alors désolé, hein, on rentre un petit peu dans les détails, mais c'est un point qui est très important. Et le problème, c'est que la plupart du temps, nous, professionnels de santé, on n'est pas formés à ces sujets-là. Il faut savoir que durant nos études sage-femme, mais c'est à peu près pareil pour les collègues gynéco-obstétriciens, c'est des sujets qu'on va aborder en 4 heures. Et en 4 heures, on est censé voir deuil périnatal, interruption médicale de grossesse, accouchement sous le secret. Donc, vous imaginez la part qu'on laisse en fait. Hein. Très peu de place, donc du coup nous n'avons pas pour habitude d'adapter nos postures, nos mots, et on va être nous-mêmes traumatisants, et nous-mêmes on va augmenter l'état de sidération. En leur disant quelque chose de simple qui est « mais madame poussez ».
Mais non, je ne vais pas pousser. Vous comprenez pas, je ne suis pas enceinte, je ne vais pas avoir d'enfant. Et donc effectivement, à Royan, on a un dispositif en place qui s'appelle la collaboration SAMU pour nous les sages-femmes, étant un petit peu à distance quand même des maternités, notamment l'été. Et donc, je suis intervenue auprès de l'équipe de Royan, c'est des urgentistes, ils ont l'habitude. Mais là, ce qui m'a interpellée, c'était aussi pour cette équipe, quand je leur ai demandé de me préparer une pièce à l'écart. Mais pourquoi faire? Mais parce qu'il ne sera peut-être pas vivant, cet enfant. Et là, en définitive, l'équipe se retrouve aussi en sidération. Voilà. Et donc s'ajoute l'état de sidération de la mère, l'état de sidération des proches qui sont autour, que ce soit les accompagnants, le conjoint, mais aussi l'équipe médicale. Ah, c'est totalement hallucinant. On va continuer à en parler évidemment de ce sujet d'enfant que je n'attendais pas. C'est un film à ne pas manquer. Et si vous n'êtes pas avec nous ce soir à Rochefort ou à Royan, bien entendu, eh bien, vous pourrez le suivre mercredi à 21h sur France 2, juste après Un si grand soleil. On va faire une petite pause en musique, le temps de se remettre un petit peu de tout ça, de toutes ces révélations. J'espère que vous apprenez en même temps des choses avec nous, public. Non? Oui, hein? Oui, je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Je suis très heureux en tout cas qu'Aurélie, tu sois venue un peu aussi nous éclairer de ta lanterne ici. Voilà, on peut les applaudir très fort. Et on va faire une petite pause musicale avec Najwa Bélizel qui fait son grand retour après le titre Gabriel qu'elle avait sorti en 2005, qui avait été numéro 1 du top 50. Eh bien, elle nous sert un tout nouveau single qui s'appelle Tu me laisses aller. Et je peux déjà vous annoncer que Najwa Bélizel, eh bien, on l'a fait venir à Rochefort pour une émission spéciale le mardi 4 juin à 18h au Leclerc de Rochefort. On l'écoute tout de suite, Tu me laisses aller. Najwa Bélizel avec son tout nouveau titre Tu me laisses aller. Najwa donc il nous fera le grand plaisir d'être avec nous ici en direct à Rochefort à l'espace culturel Leclerc de Rochefort le mardi 4 juin à partir de 18h. On l'emmènera d'ailleurs en tournée un petit peu partout dans la région. Elle sera également d'ailleurs aussi le 8 juin à 15h. Ça sera à l'Hyper-U, centre commercial Beaulieu de La Rochelle. Donc voilà, passage donc de Najwa dans notre région, Rochefort et La Rochelle le 4 et le 8 juin pour ceux qui voudront venir nous rejoindre. On va continuer ici en direct. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Vous pouvez bien sûr voir aussi l'image derrière la radio. Et Dieu sait qu'il faut qu'ils viennent nous voir en vrai, c'est bien aussi, hein. N'est-ce pas Stéphane, qui n'a pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure? Moi j'ai hâte en fait. On est bien là carrément en live. Alors l'exercice c'est compliqué parce qu'en fait on est en train d'écrire un film que les gens n'ont pas encore vu. C'est ça. Donc on leur donne déjà pas mal d'éléments pour... Moi ce que j'aimerais, ce dont j'ai hâte, c'est l'après, c'est-à-dire c'est l'échange avec vous. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué dès les préparatifs, dès l'écriture, les regards les plus critiques ou les plus dubitatifs sur le sujet ont été des regards féminins. C'est-à-dire que vous remarquez, d'ailleurs, on est trois garçons à la table. C'est pas anodin, c'est que même dans les chaînes, quand on vend un film à des chaînes, on va le présenter, on leur présente oralement, on leur dit voilà, on voudrait faire un film sur tel sujet, etc. Et il y a beaucoup de femmes qui ont des postes à responsabilité dans les chaînes, en particulier dans la fiction. Et d'ailleurs, France 2 a tout de suite dit oui à ce sujet. Oui, mais les conseillers de programme qui ont suivi le projet de A à Z, depuis l'écriture jusqu'à la livraison, c'est 2 hommes. Alors ils ont une directrice au-dessus d'eux, mais il y avait des conseillères de programme aussi qui travaillent avec eux. Et on a remarqué, et même dans les précédentes rencontres, et vous verrez d'ailleurs, je vous donne un petit indice, un petit élément, la réaction de Macha Merrill à un moment qui est, je dirais, la voix féminine, en tout cas de la belle-mère, et qui dit, quand on est enceinte, on le sait. Ça, c'est un peu ce qu'on a ressenti systématiquement. C'est-à-dire que les femmes disaient, ouais, t'es sûr, est-ce que ça existe vraiment? Alors que, voilà, parce qu'elles ont toutes été mères, la plupart, et qu'elles se disent, mais moi je le savais tout de suite, je l'ai senti en moi, etc. Donc je n'y crois pas. Et je vais vous raconter une petite histoire, c'est qu'on a des mécanismes d'aide pour financer les films. Et au CNC, la commission du cinéma, il y avait une commission qui se réunissait pour dire, on va donner de l'argent à ce film ou pas. Et le tour de la table était un peu sceptique parce qu'il n'avait pas vu le film, c'est à l'étape où on voit que le scénario. Et il y a une personne, dont je ne dirai pas le nom, qui était une femme, qui a dit, mais vous savez ce que je viens de dire là? Je l'ai vécu. Et ben c'est comme ça qu'on a eu l'argent, sinon je pense qu'on n'aurait pas eu l'argent pour faire le film. Et ben on peut remercier en tout cas notre région Nouvelle-Aquitaine pour son ouverture d'esprit, même si c'était que d'une personne. Voilà. On la remercie effectivement, puisque la région Nouvelle-Aquitaine a aidé et soutenu le film. Aurélie, on a parlé un peu de l'état de sidération, on a parlé aussi des cas. Aujourd'hui, le déni de grossesse est aussi traité dans la série Demain nous appartient. Là, on est plus sur le cliché d'une jeune fille, voilà, effectivement, de 17 ans. C'est plus du classique pour nous. Exactement, voilà. Et ça, c'est vraiment des cas classiques. Le cas de Margot dans Demain nous appartient, par exemple.
L'adolescente, il y a deux problématiques. C'est la première qui est le début de la sexualité, où il y a encore cette ambivalence parce qu'elle ne maîtrise pas tout à fait la chose. C'est les débuts de la contraception aussi. Et puis là, en l'occurrence, on en revient à cette notion que j'expliquais tout à l'heure, de cette notion de féminité, de possibilité d'être fertile. C'est-à-dire que pour elle, c'est inenvisageable d'avoir un enfant, de pouvoir avoir un enfant. Et on le rencontre aussi bien chez les adolescentes que chez les femmes qui ont déjà des enfants, qui sont dans leur vie active, voire même qui sont plus âgées, qui sont plutôt proches de la ménopause et qui se disent « je ne peux plus avoir de grossesse », donc il n'y a pas de raison. La grande difficulté chez les ados, c'est qu'elles s'isolent encore plus vite que les autres, je trouve. Du fait de leur âge, parce qu'elles sont en plus dans une phase de crise maturative, déjà psychologique, la crise d'adolescence, voilà. Et là on en rajoute une supplémentaire. Donc c'est vrai qu'en définitive, c'est ce que j'expliquais l'autre fois, mais Demain nous appartient, c'est pas une série que je regarde plus que ça. Là, je travaille souvent. Alors, je viens de sortir du boulot et j'ai un peu les enfants à m'occuper. Mais du coup, je suis allée regarder un petit peu justement les épisodes qui traitaient de ça parce que c'est tellement rare. Il faut savoir qu'en fait en France, il y a très peu de films, de téléfilms, même d'épisodes qui ont été faits sur ce sujet. Il y a eu quelques émissions avec Faustine Bollard, je crois, ça commence aujourd'hui sur France 2. Voilà, les rares fois où j'ai vu en définitive des films ou des téléfilms le traiter, ça va être plutôt en définitive les Américains. Grey's Anatomy, Urgence, on a déjà des cas un petit peu là-dessus, mais ça reste de l'ordre de l'exceptionnel. Et en définitive, souvent c'est traité dans le cadre du deuil. En fait, périnatal. Alors que quand même, vu que la plupart du temps on arrive à les dépister, ces femmes-là, pour finir, à les prendre en charge, ça se finit bien. Et vous allez voir, c'est un grand film d'espoir que vous allez voir aussi ce soir. Dans le 3/4 des cas, ça va très bien se passer. C'est des femmes qui vont investir leur parentalité dans un temps très court, assez facilement, et ça se passe bien. Celles pour qui ça se passe le moins bien, en définitive, c'est celles qui vont tout nous faire bien. Je fais son bain, je lui donne bien à manger, je fais bien ceci, je fais bien cela. Alors qu'en l'occurrence, elles ne l'ont pas investi psychiquement et c'est les plus à risque. C'est celles pour qui on va retrouver des éventuelles maltraitances. Mais la plupart du temps, ça va très très bien se passer. Voilà, très bien. C'est marrant ce que dit Aurélie parce qu'il y a quelques années, il y avait un... Alors c'est encore plus ironique, c'est qu'il y a quelques années, il y avait eu un film qui traitait du cas de Véronique Courgeot. Vous vous souvenez, ça avait défrayé la chronique il y a une quinzaine d'années, un peu plus même. Et là, on était effectivement dans un déni de grossesse, mais absolument dramatique, absolument extraordinaire, exceptionnel, au sens littéral du terme. C'est-à-dire une femme qui a accouché de 3 enfants, si mes souvenirs sont bons, et qui les a... Bon, il y a eu beaucoup de blagues morbides qui ont été faites, etc., mais appelons un chat, qui les a congelés. Bon, on se souvient tout de cette histoire qui avait vraiment défrayé la chronique, qui est une histoire épouvantable, qui était un déni de grossesse, mais animé par une névrose psychanalytique très puissante, très forte et tout. Et longtemps, ça a été un peu la référence dans l'esprit de certains médias, de certaines personnes qui connaissaient peu ce cas, et dans les journaux télévisés, quand c'était abordé de manière pas suffisamment rigoureuse, pas avec des spécialistes qui connaissaient le sujet comme aujourd'hui avec Aurélie. Donc on était un peu sur l'idée que le déni de grossesse c'était un acte criminel, névrotique et tout, un peu compliqué, très, très complexe. Et ça, c'est un peu un cas d'exception. Comme vous l'a dit Aurélie, très justement, la plupart des cas de déni de grossesse, ce sont des cas, le terme peut paraître un peu violent, mais banal, quoi. Je veux dire, voilà, une femme qui ignorait, qui le découvre et qui n'est pas du tout après, une fois que lui ont été expliquées les choses, une fois qu'elle est suivie et une fois qu'elle a rencontré les gens qui la rassurent, en qui elle a confiance, effectivement, la plupart du temps, ça se passe bien. Donc, longtemps a été... Alors, l'ironie de ce que je m'apprêtais à vous dire, c'est que, c'est dingue, mais celle qui avait joué pour la télévision cet acte, ce déni de grossesse qui a longtemps été la référence, c'était déjà Alix Poisson qui jouait le rôle de Véronique Courgeot. Comme quoi, il semblerait qu'elle puisse être poursuivie par ce rôle, mais je pense que c'est quelque part, c'est un cheminement chez elle aussi. Elle s'est dit, ce serait bien que je fasse un film qui parle du déni de grossesse autrement, de manière définitive, pour que plus jamais ceux qui auront vu ce film et qui en parleront
puisse dire ouais, moi je sais pas, comme Stéphane l'a rencontré, avec des gens, j'y crois pas trop, moi quand je suis enceinte je l'ai ressenti, ou des hommes qui disent qu'est-ce que c'est l'histoire de bonne femme, ça me paraît pas clair, tout ça. Ceux qui ont revu ce film ne pourront plus jamais se poser cette question-là, et c'est pour ça qu'on espère, au-delà du fait que on est toujours heureux quand on fait un film et qu'il soit vu par le plus grand nombre, c'est qu'il y a une utilité, quoi, genre dans notre société, pour que des papas, des mamans, si ça leur arrive, et ils soient un peu mieux informés. Voilà. C'était donc la petite parenthèse étonnante, parce que c'est Alix Poisson qui avait déjà joué ce rôle. Donc voilà. Merci Bruno pour cette petite anecdote. On va remarquer une petite pause, la dernière, juste avant de terminer cette émission. On revient dans un instant en direct du cinéma Lido de Royan pour notre spécial Chut, on écoute la télé spéciale L'Enfant, que je n'attendais pas en direct de Royan avec vous, public. Alors à tout de suite. De retour ici au cinéma Lido de Royan, et d'ailleurs à Royan, vous pouvez nous écouter sur le 103.4 sur Terre Marine FM, et vous pouvez bien sûr nous voir en direct sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé, pour ceux qui veulent partager. On va danser un troisième extrait de L'Enfant que je n'attendais pas. Je rappelle que le téléfilm est diffusé mercredi à 21h sur France 2, alors parlez-en autour de vous pour que le déni de grossesse ne soit plus un tabou. On écoute. Madame Solis, j'ai une bonne nouvelle. Le juge des libertés a émis un avis favorable à votre demande, donc vous êtes libre jusqu'au procès, et sous certaines conditions. Donc en accord avec le juge des enfants, il a été convenu que votre conjoint conserverait, jusqu'à nouvel ordre, la garde exclusive de votre fils Hugo. Donc vous pourrez lui rendre visite plusieurs fois par semaine en présence d'un tiers. Vous voulez dire que ma cliente n'a pas le droit de regagner son domicile? Voilà, c'est ça, hein, que les choses soient bien claires. Pour le moment, votre domicile n'est plus votre domicile. Voilà, c'est ça qui est totalement hallucinant. Et là, on va suivre, c'est ça qui va être intéressant dans le film que vous allez voir ce soir, on va suivre un véritable parcours juridique. Une fois passé les 10 premières minutes du film, qui sont vraiment une sidération, vous allez vraiment suivre tout ce parcours juridique tout au long du film de cette femme qui va tenter effectivement de regagner la confiance de sa famille. Et le juge, voilà, se retrouve face au juge. Et là, on se rend compte que le juge lui dit, ben, vous êtes plus chez vous. C'est ça qui est assez incroyable, Stéphane. Alors là, la complexité pour nous, dans 90 minutes, c'était d'arriver à trouver une zone médiane. C'est-à-dire, quel pourrait être le jugement qu'allait porter la justice sur ce cas? Parce que c'est évoqué d'ailleurs dans le film, c'est la roulette russe. C'est-à-dire que selon les tribunaux, selon l'interlocuteur en face, ça peut être 5, 12 ans, 1 an avec sursis. Donc voilà, on a essayé de trouver, vous le verrez, une cote bien taillée, je crois, par rapport au cas d'Alix. Et voilà, c'était comment arriver à trouver une sanction. Et surtout, là, on s'est appuyé sur un travail juridique, mais, enfin médical, bien sûr, sur de documentation pour être le plus proche de la réalité dans ce genre de cas. Pour toi, Bruno, est-ce qu'il y a une scène que tu redoutais un peu à mettre en scène ou pas, Bruno Garcia? J'aurais tendance à dire que pas une scène, le film tout court. Hein. Parce que, bah oui, parce que du coup, tu reviens pas en arrière. C'est-à-dire que quand en fait tu as mis en scène une séquence avec le travail de mes comédiens, parce qu'on fait un travail ensemble, ce n'est pas que mon travail, c'est un travail commun d'une équipe entière, que je remercie, d'ailleurs l'équipe de France 3 Bordeaux qui a tourné avec nous ce film, des très belles personnes. Tu reviens pas en arrière, c'est qu'en fait une fois que c'est fait, c'est fait. Donc il y a plutôt intérêt de savoir où va commencer la caméra, où elle va se terminer, et ce que mes comédiens vont faire dans l'espace et comment ils vont le faire. Donc tout ça, en fait, c'est donc du coup c'est pas une séquence, alors si je peux dire que par exemple la séquence dans les 10 premières minutes, le moment où elle va mettre ce sac à la poubelle, oui, celle-là, je peux dire que je la redoutais parce que je l'ai tournée, je l'ai imaginé dans tous les sens, je l'ai imaginé caméra devant, caméra derrière, etc. Et en fait, je me suis dit que la simplicité était la meilleure façon de raconter cette histoire, en tout cas ce film, sans mouvement artificiel, sans mouvement de caméra trop complexe. Et donc j'ai voulu vraiment une caméra très sobre, un peu comme si vous suiviez cette personne en fait sur un an. Et en fait, si vous la suiviez, bah, vous serez à côté d'elle, derrière elle. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu que la caméra fasse. Donc voilà, mais cette séquence, oui, celle-là, je peux dire effectivement, je l'ai un peu tordue, un peu remuée dans tous les sens, parce que c'est le moment charnière du film et c'est un moment clé qui fait que voilà. Mais oui, aussi la séquence, effectivement, la séquence dans la salle de bain aussi, vous allez voir, sur les 10 premières minutes. Donc oui, mais je pense que c'est l'intégralité du film. Voilà.
Un film à ne pas rater en tout cas ce soir à Royan à 19h30 en avant-première, à 20h45 également à Rochefort. Je voudrais en profiter pour remercier la confiance que m'a fait France 2 également. Merci à Anne Olmes et à Sophie Tonelli à la communication, voilà, que j'embrasse. Je sais que Sophie nous écoute souvent. Merci aussi à Pampa Production, à la production du film pour la confiance qu'ils nous ont donnée de vous offrir cette avant-première ce soir. Merci infiniment à la région Nouvelle-Aquitaine aussi, à la Régie Cinéma et à Pascal Pérennes. Merci au cinéma de Royan. Je voudrais qu'on applaudisse le cinéma de Royan qui met à disposition ce soir sa grande salle pour vous permettre de voir ce film dans de bonnes conditions et le montrer au plus grand nombre possible. Voilà, je voudrais remercier aussi toutes les équipes techniques, mon diffuseur Terre Marine et Francis aussi. Je voudrais qu'on applaudisse à la technique. Merci Francis. Merci également à tous nos partenaires. Merci à mon réseau-imo.com, à Optical Center à Royan. Merci à l'Espace Culturel, au Véranda Régondo, à la Belle Poule aussi à Rochefort, au Bœuf Tricolore de Royan, au Glace L'Angélis, à C3 Point Pub, à la Galette Lusacaise, à Volkswagen Marraine, à DSM Fabricant, à Lucien Georgelin, à Leclerc Auto, Rochefort qui nous véhicule. Merci à la ville de Royan aussi, que je voudrais remercier avec la présence d'Isabelle ici. Merci à EFI Événements, nos partenaires locaux, Casino de La Tremblade, à 1001 Pergola, à Atlantique Moto de Royan, à Isabelle Grébert, le salon VIP de coiffure, à Royan Bonbon, côté cacao, à la boutique Plein Soleil de Royan et au restaurant McDonald's de Royan. Applaudissements pour tous nos partenaires, s'il vous plaît. Merci à eux, c'est grâce à eux qu'on peut faire tout ce genre de choses. Et je voudrais remercier surtout vos publics, vous pouvez vous applaudir. Merci d'être venus aussi nombreux, merci à vous.